Bonjour, bonsoir et bonne nuit si c'est le cas. Bienvenue au PodCab, le balado de l'action bénévole et communautaire de la vallée du Richelieu. Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, c'est moi qui ai l'honneur de faire l'introduction à la place de Louise. Louise va prendre la parole un peu plus tard. Donc aujourd'hui, nous recevons 3 personnes exceptionnelles qui vont vous raconter une partie de leur parcours. Donc on va avoir Cynthia, Evelyne et Martin. Ils ont tous été à un moment donné bénévoles au Centre d'action bénévole et Martin l'est toujours actuellement. Aujourd'hui, on va parler de santé mentale, un sujet qui mérite qu'on prenne le temps d'en parler, car ça peut concerner tout le monde, de près ou de loin. Donc, d'abord, je tiens à remercier nos 3 invités d'avoir accepté de faire cette entrevue puis de partager leur expérience. Je pense qu'on va beaucoup en apprendre avec eux. Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'ai le plaisir ce matin de rencontrer à nouveau Madame Evelyne Bédard, qui est actuellement responsable d'un des nombreux services du Centre d'action bénévole qu'on a déjà eu le plaisir de rencontrer dans une entrevue précédente, il y a peut-être un mois ou 2. Et ce matin, Evelyne va nous parler particulièrement des questions reliées à la santé mentale, parce qu'elle en a une bonne expérience. Bonjour, Evelyne. Bonjour, Louise. Tu as l'air en pleine forme, en tout cas. Tu vas bien? Oui, ça va bien. Bon. Aujourd'hui, je peux dire que je vais très bien. Oui. Peux-tu nous raconter un petit peu qu'est-ce que tu as vécu en lien avec notre thème d'aujourd'hui, là? Il y a 9 ans, je travaillais pour un gros cabinet comptable. Mm-hmm. Et j'ai eu une période que j'allais pas bien. Alors, j'ai fait un petit voyage, je suis allée marcher dans le bois pour réfléchir à qu'est-ce qui me dérangeait, pour découvrir que c'était le travail qui me dérangeait. Et à mon retour, le lundi matin, j'ai craqué au bureau. Et je me suis ramassée à l'urgence de l'hôpital de Saint-Hyacinthe, parce que ça allait vraiment pas bien. Et j'ai été arrêtée pendant 5 ans. Oh! Oui, le travail, effectivement, ça peut aider les gens à s'épanouir, mais ça peut faire aussi l'inverse. Et t'es pas la seule dans ce cas-là. Hein? Non, pas du tout. Non. J'ai vraiment réalisé que quand on dit ton travail, c'est 20% ton salaire et 80% tes collègues de travail, ton atmosphère au travail. Ah, mon Dieu, oui. Ouais. C'est très vrai. Oui. C'est très vrai. Le climat était plus aussi agréable. Ça avait changé beaucoup. Bref, tout ça a fait que c'est ça. Je suis tombée en dépression majeure. Mais comment étaient les gens à ton travail avant et après? Parce que tu dis, ça a comme tout s'est gâché à un moment donné, toute l'atmosphère. Parce que toi, quand tu es rentré là, t'as travaillé là combien d'années? 25 ans. Oh! Donc, pendant 25 ans, ça a bien été, ou à peu près, là. Mm-hmm. Assez. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout à coup, le climat change au travail? Changement de présidence. Oh! C'est vraiment ça, là. Les 5 dernières années ont été très difficiles. J'ai eu 5 vice-présidents en 3 ans. Fait que ça a été très changement, très, très difficile. Mais on peut quand même dire que tu as une capacité d'adaptation. Si tu as eu plusieurs présidents au fil de tes 25 ans, puis que tu as passé à travers tout ça en bonne santé, là, tu sais, ça allait. Et tout à coup, au bout de 25 ans, bang! Exact. Et tu te retrouves à l'hôpital. Oui. Alors, qu'est-ce qui est arrivé par la suite, comme à l'hôpital? Qu'est-ce qui s'est passé? À l'hôpital, j'ai découvert que on a beaucoup de larmes dans notre corps. Je pensais pas qu'on en avait autant. Ah oui, hein? Ah oui. Ça faisait vraiment comme un petit baril qui se remplit, puis qui se vide, puis qui se remplit, puis qui se vide. C'est sûr que je me suis ramassée à l'hôpital parce que j'ai eu des idées suicidaires.
mais j'ai été très chanceuse, si on veut. Ben, j'étais très bien entourée à la maison. Et puis, j'ai été bien prise en charge par le système de la santé. Je fais partie des chanceuses là, pour des problèmes de santé mentale. J'avais pas de médecin de famille. Puis mon premier arrêt de travail était de 1 mois. Et 3 semaines après, là, j'étais là, faut que je trouve un médecin, il faut que j'aie un arrêt de travail. Et je me souviens d'aller voir sur, en temps, c'était sur Info Santé que tu pouvais aller voir si tu pouvais avoir un rendez-vous. Et je pouvais avoir un rendez-vous avec une médecin de Saint-Mathieu-de-Belleuil, mais ça coûtait 20 $. Mm-hmm. Et dans l'état où j'étais, le 20 $, c'était énorme. Je pouvais pas payer ça. J'étais pas capable. Puis mon conjoint a fait, pourquoi tu pleures, là? Puis là, j'étais là, mais ça coûte 20 $ pour que je voie un médecin. Puis là, c'était la catastrophe. C'était vraiment la catastrophe. Alors, on m'a forcé à payer le 20 $, ce qui est très bien. Et le médecin et le médecin que j'ai vu, j'ai été chanceuse. Elle m'a pris sous son aile. Ah oui. Oui, elle m'a pas laissé tomber, elle m'a pris sous son aile, elle m'a référée en psychiatrie à l'hôpital. Et à l'hôpital, j'ai été suivie en psychothérapie et en ergothérapie. En ergo aussi. Oui. Oui. Je me demandais qu'est-ce qui était pour faire en ergothérapie. On se le demande tous, oui. Mais il nous aide à comprendre ce qu'on vit et à essayer de nous rembarquer dans une certaine routine. Parce qu'on est complètement désorganisé, déstabilisé et tout. Et puis, à travers tout ça, j'ai appris que j'étais bipolaire. Alors, j'avais ça à avaler en même temps. Mais est-ce qu'on devient bipolaire tout d'un coup? Moi, Non. Tu traînais ça, tu avais ça depuis des années, mais... On le savait pas. Mais il devait se passer quelque chose, là. Tu devais avoir des périodes... J'avais des périodes... pendant ces 25 ans-là, oui. On dit que je suis bipolaire type 2 dépressif. Fait que je suis pas maniaco-dépressive. Là. Ah, OK. Et puis, là, je vois des comportements que j'avais par le passé, qu'on disait, c'est les hormones. Ah! Les fameuses hormones. Oui. Mais les fameuses La hormones, belle excuse, hein, qu'on c'était donne. comme pas les bonnes hormones, c'était vraiment mon côté, la bipolarité. Fait que donc, tu as passé une grande partie de ta vie à lutter contre des tendances dépressives. Contre des tendances dépressives et aussi de la colère instantanée. Ah oui. Si quelque chose fonctionnait pas, là... Soupe au lait. Boum. Ah oui, très, très, très rapide. Ouais. Puis là, ça durait un petit bout, puis après ça, je retombais, puis là, j'étais là, oh, je m'excuse, Ben puis oui. bon. Mais là, je le réalise tellement aujourd'hui, là. Il arrive des événements, des situations, puis je fais, je réagissais pas de même avant, hein? Je suis bonne. Puis oui, effectivement, ça confirme que c'était un bon diagnostic, et oui, la vie est plus belle aujourd'hui, est plus stable. Là, tu vois plus le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Oui, mais je me suis quand même toujours forcée à le voir à moitié plein. Fait que c'est fatigant, ça, se forcer pendant toute sa vie, pendant 40 ans, tu sais, pour essayer de voir le bon côté des choses. Oui. Mais là, tu t'as passé à travers ça. Ça t'a pris combien d'années ou de mois pour te rétablir, là, avec toute l'aide que tu as reçue? T'allais en psychiatrie, en entrevue avec un psychiatre, une fois par semaine? C'était quoi la psychiatre, je la voyais aux 2 ou 3 mois, mais je voyais une psychologue à l'hôpital à toutes les semaines, après ça aux 2 semaines, puis aux 3 semaines, puis après ça, ben là, quand tu vois que t'as fait le tour, puis ça va beaucoup mieux, là, c'était correct. Là. Parce que, tu sais, dans l'approche psychiatrique, il y a aussi, bon, le fait d'être en entrevue et de parler de soi. Les entrevues sont basées sur ça, la réflexion qu'on fait sur soi, sur son parcours et tout ça, avec une oreille enfin qui nous écoute. Mais il y a aussi toute la médication. Oui. Est-ce que, dans ton cas, tu as dû être médicamenté aussi, là? Ah oui, j'ai été médicamentée dès le début.
Et quand on a fait le lien avec la bipolarité, en tout cas, j'en ai essayé beaucoup de médicaments avant de trouver le bon. C'est un des facteurs qui est très, très décourageant quand on fait une dépression. Ouais. Tu te sens pas bien, la vie est dure, ça peut être noir, tu veux juste prendre du bien, mais là, tu essayes un médicament, ça marche pas. Faut que tu fasses un sevrage, tu réessayes un autre médicament. Parce qu'il y a des effets Tu fais secondaires ça. aux médicaments, Oui, là. Hein? toujours, Genre, on en connaît, toujours. là. Oui. Physiquement, puis aussi Oui. dans la capacité d'attention, d'être là, présent et tout ça. J'imagine que tu as passé à travers tout ça d'un essai à l'autre. Hein? Oui. Mais quand on trouve le bon, c'est Un bonheur. c'est extraordinaire. On se sent tellement mieux après. Ouais. Puis la vie recommence à être belle. Puis pendant mon arrêt, là, j'ai quand même fait beaucoup de recherches et pour des gens qui font une dépression, il y a le principe du point-virgule. Ah, qu'est-ce que c'est? Tu sais, quand on écrit une phrase, puis là, bon, on a fini notre phrase, puis on fait « Oh non, je voudrais rajouter ça », on peut mettre un point-virgule et continuer notre idée. Tout à fait. C'est la même chose pour quelqu'un qui fait une dépression Donne-moi majeure. As-tu un exemple concret? Ben, c'est que tu viens, ça va pas bien, la vie est pas belle. Quand tu es en dépression, la vie est pas belle, il n'y a rien qui va bien. Ça devient noir. Point virgule. Et là, tu peux venir à vouloir faire une tentative ou y penser sérieusement. Et là, il y a un petit quelque chose qui fait non, 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 non. Là, tu mets un point-virgule. Ah. Tu prends une pause, tu réfléchis et tu repars. Et puis, c'est comme un nouveau tome. Alors, moi, j'ai un nouveau tome que j'ai commencé il y a environ, il y a 5 ans. Il y a plus que 5 ans, 5, 6, 7, 8 ans. J'ai recommencé un nouveau tome. J'ai d'ailleurs un petit... Un nouveau tome. un tome. Oui. Et j'ai Comme un livre, oui. j'ai un tatouage d'un point-virgule. Ah bon? OK. Oui, Fait que quand juste un petit rappel. Ah, C'est mon bon, ça, petit rappel. L'ancrage en programmation neurolinguistique. Là, Oui. S'inscrire quelque chose, on le Oui. regarde, puis hop, quand ça nous rappelle à Oui. l'ordre, en Oui. quelque sorte. Oui, Tu sais? oui. Fait que ça a duré 5 ans. Et finalement, ça va toujours durer parce que être maniaco, être bipolaire, pardon. C'est correct. Être bipolaire, c'est pour toute la vie, là. Oui. Tu sais? Ah oui, je vais être médicamentée Ouais. pour toujours. Là. Ouais. Puis c'est correct. Des fois, je viens tannée, je me dis, oh, j'aimerais-tu s'arrêter tout ça, mais je pense à ce que c'était avant, puis je fais, non, 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 on continue, on va bien, là, et on continue, là. La vie est belle. Parce que si je revois ton parcours, tu as eu, dans l'enfance, comme tout le monde, plus ou moins de bonheur, de traumatisme ou de marque, tout simplement. Tu n'as pas eu une enfance. Non, pas du tout. C'est ça. Puis après ça, tu te retrouves au travail dans une ambiance correcte, dans laquelle tu vis bien. Mais qu'est-ce qui t'a aidé après ta chute, en quelque sorte, à remonter la pente? Il y a eu, évidemment, l'entourage médical, psychiatre, et les médicaments, mais tout ton entourage, amis, famille, est-ce qu'il y en a qui ont été là? Parce qu'on parle de l'importance. Oui. Je suis chanceuse. J'ai quelqu'un dans ma vie qui est absolument extraordinaire. Ça fait 42 ans qu'on est ensemble, puis il y a de l'amour, puis ma fille aussi. Puis c'est ça, c'est important d'être bien entouré. Ouais. Avec des amis, de la famille, ça aide, c'est sûr. Là. Ouais. Et la chose aussi qui est très importante, c'est de les écouter. Quand ils nous disent, je pense qu'il faudrait que tu ralentisses. Peut-être que tu as besoin de repos. T'es sûr que ça va bien? Faut pas juste faire « Oui, c'est temporaire ». Si tu le dis une fois, c'est correct. Mais si on te le répète, puis on te le répète, peut-être qu'il y a un mur qui s'en vient. Puis, il faudrait peut-être l'écouter. Ben, tu sais, c'est le problème. Ils nous voient aller, eux.
C'est ça. Eux voient, ton entourage voit, mais la personne elle-même qui est affectée, elle ne voit plus. Non, pas du tout. Et Pas du tout. Puis tu repars, là. Tu repars, là. Je l'ai faite, là. J'ai refrappé un autre mur, beaucoup moins violent, mais j'ai quand même frappé un autre mur où il a fallu que j'arrête tout. Ouais. Et là, je me suis promis qu'il n'y en aurait pas d'autres murs et j'écoute attentivement ma conjointe quand elle me parle. Ah, ben ça, c'est bien. Je pense que c'est un message à envoyer à toutes les personnes qui peuvent nous écouter ou qui sont dans une situation difficile mentalement et psychiquement. Et entre autres, ben bon, pour ceux qui ont pas d'entourage écoutant, bienveillant, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Parce que, bon, ceux qui en ont écouté, écoutez-les davantage. Ceux qui vous parlent, qui vous entourent et qui vous aiment, malgré tout. Oui. Malgré des comportements erratiques que vous pouvez avoir. Hein? Comme tu m'en as décrit, là, les rages tout d'un coup. Puis aussi la dépression. Quelqu'un qui est en dépression, c'est pas facile de soutenir, de la soutenir. Pas du tout. Tu le sais, toi, pour avoir été un peu des deux côtés, parce que maintenant, tu vas aider des gens qui sont en difficulté. Hein? Puis tu sais quoi leur dire, mais en même temps, on sait que ta guérison, c'est toi qui l'as fait. Oui, il n'y a personne d'autre qui peut la faire à notre place. Il n'y a personne d'autre. Et c'est difficile. Ouais. C'est effectivement très difficile. Parce que c'est un gros travail sur soi. Il y a des choses qu'on ne veut pas voir, on ne veut pas savoir. Mais il faut les affronter. Puis en les affrontant, ils deviennent moins grosses. T'sais, on peut les découper en petits morceaux puis faire « c'est pas si pire que ça, c'est pas si pire que ça ». Puis on passe à travers. Puis les mettre en mots, hein, parce que les rencontres en psychiatrie ou en psychologie, c'est la parole. Très, c'est des questions. Ouais. Puis il y a des questions qui nous posent qu'on veut pas. On veut pas y répondre. On veut pas l'entendre. Pas faire face à cette réalité-là. Exact. Mais il faut le faire. Ouais. Puis c'est ça qui nous rend plus forts. Mais on peut penser que sans parler de maladies mentales ou de problèmes mentaux, il y a beaucoup de gens dans la population normale qui n'affrontent pas leur réalité aussi, sans aller dans des excès nécessairement. Et c'est beaucoup plus facile. Ouais. Ben oui, on passe par-dessus puis on fait semblant, tout simplement. Oui, on envoie ça dans la petite boîte en arrière, puis on continue. Fait que dans ce sens-là, tu es un bel exemple pour d'autres. Hein? J'espère qu'il y en a qui t'écoutent. Je le souhaite bien. Moi, je fais ça. J'en parle avec toute transparence. Il y a des gens qui veulent m'en parler, qui me posent des questions. Si je me dis, si je peux aider une personne à quelque part. Parce que c'est pas une honte. Pas du tout. Pas du tout. Il y en a il y a des gens qui sont en difficulté, qui se cachent. Oui. Parce qu'ils en ont honte. Oui. Est-ce qu'on a honte d'avoir le rhume? Est-ce qu'on a honte d'attraper je sais pas quoi, là? Est-ce qu'on a honte d'être diabétique? Par exemple, voilà. Mais c'est la même chose. C'est ça. C'est un déséquilibre hormonal dans notre cerveau. Oui, c'est ça. Parce que les bases réelles, là, les fondements réels de la bipolarité, on ne sait pas exactement. Est-ce que ça serait biochimique? Il y a toutes sortes de théories autour de ça. Hein? Bon. L'environnement qui fait que, ça met à jour ce débalancement hormonal peut-être ou biochimique plus généralement. Là. Mais la médecine de la santé mentale est encore, pas ses balbutiements, mais ça progresse, mais bon. Pas vite, parce que c'est tellement difficile à comprendre, on ne voit pas. Non. Puis il y a tellement de facteurs qui jouent. Hein? C'est ça. Alors, les gens qui sont en difficulté, mais qui n'ont pas, par exemple, un entourage pour les soutenir ou pour leur lancer des questions, qu'est-ce que tu leur dirais de comment ils devraient s'y prendre pour essayer de s'en sortir? Faire de l'exercice. C'est une des premières choses qu'on m'a dit de faire. Puis c'est pas aller à un gym puis tout ça, là. Wesh, non. Ça, non. C'est de sortir dehors, prendre une marche, faire le tour de la rue, faire 2 coins de rue. C'est pas grave. C'est très difficile.
Puis les au petits début. pas. Oui, c'est les petits pas Oui. dans tous les sens du mot Oui. ici, là. Oui. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Tu sors dehors, au début, tu as tes verres fumés, tu regardes pas personne, tu regardes par terre, puis tranquillement, pas vite, tu relèves ta tête, puis hop, tu es capable d'enlever tes verres fumés. Puis encore mieux, tu es capable de dire bonjour à quelqu'un que tu croises. Mais ça prend du temps. Faut être patient, faut être persévérant. Mais ça vaut la peine. Par exemple, toi, là, l'exercice, avant, tu marchais pas. Tu travaillais, tu courais, bon, tout ça. Oh, oui. Tu sais, nos vies sont assez accélérées, mettons. Alors, ça t'a pris combien de temps pour te décider à aller marcher, puis pour vraiment marcher pour la peine, là, pas juste un coin de rue, puis tu rentres chez vous? Ça a été pas mal quand je suis sortie de l'urgence parce que la médecin qui m'a vue, elle m'a donné des médicaments naturellement et elle m'a donné, c'est pas une prescription, là, mais elle me l'a dit verbalement. Je devais aller marcher 30 minutes par jour. Là, tu fais? Pas tout de suite. Non, non, j'imagine. Mais là, je faut que j'aille marcher. Le médecin me l'a dit. Tu sais, là, c'était vraiment Ouais. le médecin me l'a dit. Et puis, j'ai commencé avec les verres fumés, regarder par terre, puis sortir 15 minutes. Puis tranquillement, pas vite, c'est devenu 20 minutes, puis c'est devenu 30 minutes, puis c'est devenu pratiquement tout mon quotidien, là, d'aller marcher. Malheureusement, là, j'ai arrêté, mais c'est pas grave. On va reprendre. Ah oui, parce que c'est toujours, t'arrêtes 2 jours, puis il faut recommencer, puis on Oui. est moins en forme, mais bon. Oui. Et puis, c'est ça, ton expérience de la marche nous montre que la marche, c'est pas juste bon physiquement, mais c'est bon moralement. Oui. Être dans l'air. C'est sûr qu'il faut pas marcher sur une rue, une autoroute, là, ou quelque chose où ça passe beaucoup. Non. Tu essaies de te trouver des petites rues tranquilles. Oui. Ou des boisés. On parle C'est beaucoup sûr. des thérapies dans les bois. Là. C'est à la mode de ce temps-ci. On en parle. Il y a des écrits qui ont été publiés à ce sujet-là. Ah oui, hein. tout à fait. Mais je reviens à ma question. C'est ça, justement, pour, tu dirais aux gens, marchez, faites de l'exercice. Choisissez-vous un exercice que vous aimez, mais Oui. bon, en partant, la marche est naturelle. Ça demande aucun talent, ça demande aucun... Ça demande rien. Ça coûte demande rien. C'est juste d'avoir des bons souliers puis s'habiller selon la température. C'est ça. Voilà. Puis après ça, qu'est-ce que tu leur dirais? Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est venir faire du bénévolat. Ah oui. Oui. Ça aussi, ça a été c'est la psychiatre qui m'en a parlé, que je devrais peut-être faire ça pour reprendre pour le travail. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé à faire du bénévolat ici au dépannage alimentaire pendant la pandémie. Et puis, au début, oui, c'était très difficile. Il y avait du monde, il fallait que je leur parle. C'était pas facile. Il fallait que je sois concentrée sur ce que je faisais. Puis après ça, je me souviens, la coordonnatrice, dans le temps, m'avait dit, avait demandé s'il y a quelqu'un qui voulait faire un inventaire. Puis moi, tout de suite, moi, je vais le faire, l'inventaire. Mais c'est pas compliqué, c'est de compter des boîtes. Quand est venu le temps de l'inventaire, le matin que je suis rentrée faire du bénévolat, ce matin-là, oh mon Dieu, la panique m'a pris. Comment je vais faire pour faire un inventaire? Hey, c'est difficile, là. C'est compter des boîtes. Puis c'était énorme dans ma tête, la panique me prenait. Puis avant la fin du dépannage, elle me demande, elle dit, tu veux-tu toujours faire l'inventaire? J'ai fait, oui. Puis là, elle a demandé s'il y avait une autre bénévole qui voulait le faire avec moi. On le fera en équipe. Ah, ça m'a soulagée. Ça m'a soulagée. Puis là, on l'a fait ensemble, puis j'étais là. Franchement. Oui. C'était pas si compliqué que ça, mais c'était une montagne. Ouais. Ben Tout oui. est une montagne au début. Ouais. Mais il faut les prendre, les découper en petits morceaux. En faire des petites collines. Puis après ça, la montagne est plus compliquée. C'est ça, c'est ça. Fait est-ce qu'il y a autre chose que tu dirais aux gens qui sont en difficulté? Écoutez-vous, il faut s'écouter. Mais il ne faut pas juste écouter quand on se dit qu'il faut que je reste couchée puis que je ne suis pas capable de rien faire. Il faut se donner des petits coups de pied des fois pour ne serait-ce qu'aller marcher, aller voir du monde. C'est donc difficile d'aller voir du monde quand on est en dépression. Ah oui. Et aussi, quand ça va bien, que l'on reprend notre vie
tranquillement, pas vite. Faut pas se décourager parce qu'on a perdu beaucoup de mémoire et de concentration. Ce sont les deux choses les plus longues à revenir. C'est frustrant. Ça fait mal des fois. Mais il faut se dire que, regarde, c'est juste une question de temps, ça va revenir. La vie est vraiment belle après, là. Ah, ça, c'est un beau message. Un dernier point dont je voulais parler, c'est que on sait que la solitude ou l'isolement, ça existe beaucoup dans notre monde actuel, où soi-disant on communique. Hein? Bon. Et des gens qui ont des difficultés comme les tiennes, est-ce que ça serait pas une bonne chose aussi d'aller dans des groupes d'entraide? Ça existe, des groupes d'entraide. Ah ben oui. Est-ce que toi, tu as participé à des groupes d'entraide ou à un groupe? Ben quand j'étais à l'hôpital d'un jour Oui. à Saint-Hyacinthe, là, j'étais avec des gens qui, soit des bipolaires, dépressifs, troubles de personnalité limite. On était un groupe et on parlait... On faisait les exercices ensemble, mais c'est sûr qu'on parlait chacun de ce qu'on vivait, là. Puis, oui, on sait comment ça fonctionne, là, les groupes d'entraide. Donc, ça, est-ce que tu trouves que c'est quelque chose de bénéfique selon ton expérience? Je dirais que ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Ouais. Parce que dans le groupe, c'est sûr qu'il y a du monde que... Il n'aurait pas été là, puis ça aurait bien fait mon bonheur. Oui. Mais je me concentrais sur les autres, puis je m'assoyais à côté des autres, de ceux avec qui j'avais plus d'affinité. Ce qui est un excellent comportement, dans le fond, pour se sortir de soi, c'est de chercher des affiliations avec des gens qui te semblent sympathiques, avec qui tu peux mieux communiquer. Parce que, en tout cas, l'isolement, moi, je pense que c'est quelque chose de très répandu dans notre monde moderne, particulièrement. Hein? Puis ne serait-ce qu'aller à la bibliothèque, ça coûte rien. Il y a du monde. Ça dépend. Ça dépend des heures. J'y vais souvent, puis ça dépend des heures. Je dis la bibliothèque, ça peut être dans un café, n'importe quoi, mais il y a des places, ça coûte rien. Puis juste aller s'asseoir et regarder le monde, puis tranquillement faire des sourires. C'est des petits pas. Il faut vraiment y aller par petits pas. Ouais. Et je retiens beaucoup ton exemple. Regarder le monde. Oui. C'est sortir un peu de soi, dans le fond. C'est ça que ça veut dire. Oui. Hein? Ouais. Puis toi, tu as bien réussi ça et tu donnes aux autres. C'est merveilleux. Merci. Merci beaucoup, Evelyne. Merci. À bientôt. À bientôt. Donc maintenant, c'est à ton tour, Cynthia. Là, on va pouvoir te connaître un peu plus. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter aux auditeurs? Bien sûr. Donc, mon nom est Cynthia Aubertin. Je suis une femme de 37 ans, mère de 2 adolescents. Donc, voilà. OK. Puis, donc aujourd'hui, on parle de santé mentale. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton histoire? Oui. Rapidement, je pourrais dire que j'ai eu l'impression d'avoir vécu à peu près 35 vies. Donc, j'ai un parcours quand même houleux où j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de mains tendues sur mon chemin. Donc, des parents séparés très jeunes. Et puis, chez mon père, ça allait, c'est un homme stable, tout ça. Du côté de... Chez ma mère, c'était un petit peu plus difficile. Là. Il y avait de la consommation, des enjeux de santé mentale. Donc, j'ai grandi dans ça en me disant que c'était correct. Tout était normal. C'était ma réalité. Et puis, à travers les années, là, j'ai rencontré le père de mes enfants et j'ai vécu d'autres situations problématiques. Là. Et ça a toujours été, d'une part et d'autre, là, je cherche mes mots. Ça a toujours été assez complexe parce que, d'une part, je ne réalisais pas que je vivais des situations difficiles, que j'avais à l'époque des enjeux de santé mentale, notamment la dépression. J'ai eu des idées suicidaires plus jeunes aussi, mais je ne comprenais pas pourquoi. Je me sentais un petit peu à l'écart, un petit peu différente. Et puis, à travers les années, j'ai commencé à travailler, ça allait bien, mais je tombais tout le temps en dépression. Je retournais travailler, je retombais en dépression. Fait que, tu sais, ça a été d'essayer de garder le bateau pour mes enfants et moi.
Et toujours avoir cette impression-là que je retombe, jusqu'à ce qu'un jour, je fasse un gros arrêt de travail qui a duré 5 ans. Et là, on s'est rendu compte que c'était pas tant de la dépression que je vivais, mais c'était plutôt un syndrome de stress post-traumatique qui avait été encapsulé pendant plusieurs années. Et puis, ça a duré, cet arrêt-là de travail, 5 ans en tout et pour tout. Et ça a commencé par vraiment mon corps me lâchait. Donc, mes bras ne fonctionnaient plus, mes jambes ne fonctionnaient plus. Puis là, je suis allée à l'urgence, puis je comprenais pas ce qui se passait. Puis c'était vraiment parce que j'avais encapsulé toutes ces années-là des événements traumatisants, autant dans mon enfance que dans mon adolescence, que dans ma vie adulte. Alors, 3 ans d'arrêt de travail et ça va pas du tout. Ça va pas, j'ose plus sortir de chez moi. J'ai peur des gens. Donc, ça empire. Ça empire. Jusqu'à ce que ça faisait peut-être 2 ans que je faisais de la psychothérapie. Puis mon psychothérapeute m'a dit, écoute, là, c'est important, tu vas devoir te mobiliser. Parce qu'on ne reste pas égal en ce moment, ça périclite. Donc, OK, comment qu'on se mobilise quand on a peur de sortir de chez soi? Alors, il m'a dit, tu pourrais peut-être essayer de faire du bénévolat. Donc, j'ai contacté le CABVA par courriel et c'est toi qui m'as répondu. Tu m'as offert une entrevue le jour de mon anniversaire, je me rappelle. Mm-hmm. Et c'était extrêmement anxiogène, énormément. Et je suis venue te voir, tu m'as mis à l'aise tout de suite. Ça a été une première expérience humaine à l'extérieur de mon cocon à moi, là, qui était positive et qui me donnait le goût d'essayer autre chose. OK, mais c'est drôle parce que quand on parle là, au moment où je t'ai rencontrée, je ressentais pas cette anxiété. Donc, c'était vraiment bien camouflé, là. Oui, ça a toujours été justement là, ma façon de fonctionner. Je camouflais, j'encapsulais. J'étais beaucoup dans la rationalisation, l'intellectualisation de comment je me sentais. Fait que devant les gens, je présentais un cadre souriant, un cadre qui allait bien, puis à l'intérieur, là, c'était un genre de tourmente. Et puis là, à travers l'expérience du CAB, c'est ça la première chose que tu m'avais proposé. Petit pas, c'était le Grand McDo. Donc, c'était vraiment me lancer dans le bain, là, parce que paquet d'inconnus. Je devais rencontrer tout plein de gens, solliciter des dons avec le sourire et tout ça. Et après une première journée, ça a été un événement qui a changé là, le reste de ma période d'arrêt de travail. Ça a vraiment enclenché un mouvement vers autre chose. Puis je pense qu'il y a cette beauté-là dans le bénévolat où on s'oublie un petit peu, sans se mettre de côté, mais on oublie d'être constamment dans nos pensées, dans notre tête, et on redonne. On crée quelque chose, on voit des sourires, on met des choses en place pour aider. Ça a vraiment changé le reste du parcours de ma vie, là. Oui, dans ce sens-là, c'est pour ça que le bénévolat apporte un équilibre. Des fois, il y a des personnes qui sont super occupées, mais qui, en plus, vont faire du bénévolat pour, justement, avoir cette dimension-là qu'on donne de notre temps, puis ça apporte un certain équilibre. Donc, je trouve ça le fun à t'entendre le verbaliser. Oui, vraiment. Puis je me rappelle qu'au début, je te disais, je me sens vraiment bien, Stéphanie, j'aime ça. J'ai voulu en faire plus rapidement là, à travers le CAB, pas juste, justement, les événements de représentation, mais ce que je te disais, puis ça, je m'en rappelle encore très fort, je me sens égoïste, Stéphanie, parce que quand je viens au CAB, j'ai l'impression de donner oui, mais je reçois plus que ce que j'ai l'impression de donner. Ça a été vraiment un moteur là, pour le reste des choses parce que ça a complètement changé ma carrière, ça a complètement changé ma vision du monde et ma façon d'aborder la thérapie aussi, puis tout ça, là. Mais justement, tu parles que ça a changé ta carrière. Justement, qu'est-ce qui s'est passé en parallèle du bénévolat? En parallèle du bénévolat, ma meilleure amie était technicienne en travail social. Et puis, elle me taraudait depuis quelques mois, quelques années. Cynthia, tu devrais t'en aller en intervention, tu devrais...
d'en aller là-dedans, je te vois là-dedans, tu as cette fibre-là depuis jeune, un peu mobilisée. J'ai fait d'autres expériences de bénévolat plus jeune aussi dans d'autres organismes. Et puis, en discutant avec toi, qui me parlait de ton travail, en fait, tes études en travail social et tout ça, tu m'as dit, écoute, si tu veux être terrain, je te recommande peut-être moins le travail social, mais plutôt autre chose du type éducation spécialisée. Puis là, ma meilleure amie, à ce moment-là, elle me poussait à faire ça. Et là, on a appris qu'elle a eu un diagnostic de cancer. Donc, elle faisait ses traitements pendant le début là, de mes études. Puis j'étais ici à la friperie au Cab aussi avec le début de mes études en éducation spécialisée. Et puis, on a appris que le cancer s'était généralisé. Ça a été vraiment un choc, mais aussi une façon de me mobiliser. Parce que, bon, dès que j'ai su qu'elle allait décéder, j'ai couru vers des formations sur le deuil. Puis en même temps, d'être bénévole ici, ça me faisait du bien parce que je pouvais être avec d'autres personnes. Et puis, ça a été un motivateur là, pour poursuivre mes études puis entamer ma carrière en tant qu'éducatrice spécialisée à ce moment-là. Par hommage pour elle. Puis ça a été la plus belle chose que j'ai faite de ma vie ensuite, là. Puis c'est vraiment grâce au CAB. OK. Puis là, au niveau de ta santé mentale, donc il y a les études puis tout ça, mais comment tu te sens? Présentement, je me sens bien. Je poursuis la psychothérapie depuis 6 ans maintenant. Et puis, si je fais la part des choses un petit peu plus, là. Ce qui a été des événements traumatisants dans ma vie, je réalisais pas à quel point ça avait eu un impact dans toutes les sphères de ma vie, amoureusement, parce que je reproduisais des scénarios que je connaissais, au niveau de mes relations sociales, parce que j'acceptais des choses que j'acceptais, que je n'accepte plus. Et depuis le CAB, depuis le début des études, mon travail, tout ça, je suis extrêmement consciente de... Je suis mon meilleur outil. Donc... C'est bien dit, ça? Oui, je dois prendre soin de moi. Tu sais, on a l'image là, de, lorsqu'on prend l'avion, de mettre son masque à oxygène en premier pour pouvoir mettre celui à notre enfant ou à la personne à côté de nous. C'est un peu cet adage-là que j'utilise maintenant tous les jours. Donc, je prends soin de moi. Je vais chercher à travers mes relations sociales cette espèce de filet de sécurité-là aussi. Quand ça va pas, j'en parle. Sinon, je consulte. Je consulte en urgence si j'en ai besoin. Je travaille mes habitudes de vie aussi. Je pense que ça a un gros impact aussi sur la santé mentale. Puis je pense quand même que ce qui a été la pierre angulaire là, d'une guérison, je dirais ça comme ça, ou d'une meilleure adaptation à la situation, ça a été de donner. C'est très égoïste, puis à tous les jours, je donne dans ce que je fais. Puis je renomme encore égoïste parce que ça m'apporte beaucoup. C'est valorisant. Et d'avoir la sensation qu'un petit bonjour ou un petit comment ça va bien senti à une collègue, à quelqu'un dans la rue, aux élèves auprès de qui j'interviens, ça fait toute une différence et c'est si peu. C'est si peu, mais pour la personne et moi, ce contact-là, humain, c'est une très belle thérapie. Oui, puis là, tu parlais de guérison, entre guillemets, puis aussi adaptation. C'est un peu ça, quand il y a des problèmes de santé mentale, ben, ils restent toujours plus ou moins présents, puis il faut comme justement avoir toujours, être alerte aux symptômes de notre corps, puis tout ça. Donc, c'est ça, c'est la capacité de vivre avec ces facteurs-là. J'aime beaucoup ce que tu nommes le vivre avec parce qu'il y a des choses qui ne partiront jamais en santé mentale. Quand on a un diagnostic, parfois, il y a des façons de mettre en place des outils, de mettre des facteurs de protection autour de nous en place aussi, de comprendre les mécanismes. Mais il y a des diagnostics en santé mentale qui vont perdurer. Et le vivre avec est important parce que c'est toujours un cheminement d'adaptation. C'est
un pas devant l'autre, mais d'être vraiment conscient de, OK, moi, ceci, j'y suis fragile, donc qu'est-ce que je peux mettre en place? Parce que je sais que j'ai cette difficulté-là ou ce défi-là par rapport à d'autres personnes. Donc, d'être constamment dans ce cheminement d'adaptation-là, ben c'est des petits gains aussi. Puis je pense que ça aussi, au niveau de la santé mentale, c'est valorisant des petits objectifs, des petits pas, des petites actions qui font qu'au quotidien, on prend soin de soi, on prend soin de ses défis, on prend soin des gens autour de nous. Et je pense que ça permet un meilleur cheminement. Puis, oui, cette connaissance de soi-là s'acquiert, mais elle peut perdurer si on reste à l'écoute là, des signes. Mm-hmm. Puis, moi, honnêtement, dans toute l'expérience que tu as eue au Centre d'action bénévole, je t'ai vu t'épanouir dans ton bénévolat. Même si les premières fois, je n'avais pas décelé comme une anxiété puis tout ça, j'ai quand même vu qu'au fur et à mesure, vraiment, tu t'ouvrais. Puis, c'était beau à voir. Ça a été tellement une belle expérience parce que autant on peut rire avec des collègues, autant on va faire des tâches qui sont moins dans l'action directe d'aider. Mais on sait que chaque petit pas, chaque petite action, que ce soit répondre au téléphone de façon bienveillante ou placer les choses sur les crochets ou dire hey, « Venez avec moi, je vais vous montrer à la friperie, voici ci ou ça. » Et c'est fou comment ça m'a permis de sortir de ma coquille. Je me rends compte que j'avais des murs étanches auprès de moi. Je ne le montrais pas, mais là, ça m'a permis d'être moi-même pour vrai, d'être naturelle, d'être dans mon élément, l'humain. Et j'avais donc peur de l'humain, alors que c'est ces contacts-là qui nous nourrissent. L'humain, on a besoin d'être en groupe. L'isolement, on le voit dans plein de recherches scientifiques, à quel point ça a un impact énorme sur, justement, les troubles cognitifs, sur plein de choses. Au niveau de ne serait-ce qu'être en situation de pauvreté, plus notre filet social est fort, plus on a des gens autour de nous, plus qu'on est à même de pouvoir s'en sortir. Donc, les organismes communautaires comme le CAB, justement, ça nous permet d'être ensemble, une vraie communauté. Oui, puis toi, tu as été bénévole au CAB, mais tu as été aussi bénévole dans d'autres organismes comme l'Essentiel. Oui, l'Essentiel, le Centre de femmes l'Essentiel. Encore là, c'était pas de l'intervention, c'était vraiment... On faisait des envois postaux, mais tu sais, à travers certaines activités aussi, justement, de reconnecter avec des femmes qui vivent les mêmes situations que moi ou pas, de bénéficier de la sagesse des autres femmes aussi. À travers l'Essentiel, ça a été une très belle expérience. Ça m'a permis, je me répète, mais ça m'a tellement permis de devenir qui je suis à l'intérieur de moi et pas quelqu'un en hypervigilance constamment. Mm-hmm. Oui. Puis, j'imagine que tu connais la citation de Nietzsche qui dit « Ce qui ne tue pas rend plus fort ». Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu ressens que d'être passé par là, aussi difficile que ça puisse être, ça t'a comme rendue plus grande? J'ai toujours trouvé intéressante cette citation-là parce que, bien qu'elle soit vraie dans certaines réalités pour certains individus, dans mon cas, ce qui du pas rend plus fort était avant un motto. Et je me disais, j'ai vécu ça, donc je suis forte. J'ai vécu ça, donc je suis forte. Mais au final, à travers le processus de thérapie et de reconnexion avec d'autres humains, c'est ce qui nous tue pas nous rend résilients. OK. Et ça, c'est une autre tangente. On peut être plus fort, oui, mais on peut aussi, justement, sans se résigner, sans être dans non plus l'espèce de déni. On est vraiment dans une acceptation, dans une résilience, dans « OK, il y a ça, voici la réalité. Comment puis-je m'adapter à travers ça? Comment puis-je faire du mieux avec ce qui se passe en ce moment parce que je pourrais rien y faire? » Donc, oui, ça rend plus fort, mais ça rend surtout plus résilient, je pense. Oui, puis ça, c'est vraiment une force la résilience, là, c'est ce qui aide à avancer. Oui. Puis, au niveau de tout ce que tu as vécu, comme tantôt, tu parlais que tu étais ton meilleur outil. Oui. Est-ce que tu trouves que d'avoir vécu tout ça, ça t'a apporté encore plus d'outils dans ta boîte à outils? Oui. Comment ça se reflète dans tes études ou...
Ben, tout d'abord, il y a plusieurs réalités que je comprends pour les avoir vécues. Les situations d'itinérance cachée, les situations de pauvreté extrême, situations de violence conjugale, situations d'être proche aidant pour des enfants qui ont qui sont neurodivergents, on va dire comme ça, sans transposer ce que j'ai vécu nécessairement en disant « Ah, ben je te comprends parce que j'ai vécu la même chose », ça m'apporte une sensibilité à l'épreuve que ça peut être. Donc, disons, on va parler de violence conjugale ou de violence parentale, bien, je suis sensible à ce parent-là qui c'est peut-être pas, qui a peut-être pas d'outils, qui sait peut-être pas faire autrement, ou à cet enfant-là qui vit à travers ça et qui a des difficultés, mais qui se manifeste de façon violente dans ses comportements, bien, il y a une compréhension de la dimension de cette difficulté-là. Sans me dire « je te comprends parce que je l'ai vécu », je comprends que ça peut être difficile et que c'est ta façon de t'exprimer. Donc, je pense que oui, ça m'aide au travail, ça m'aide avec mes enfants, ça m'aide avec mes amis, cet accueil-là de où est-ce que tu es, comment tu es, où est-ce que tu en es, puis où est-ce que tu as envie d'aller. Parce que c'est la personne elle-même qui est au centre de tout. Donc, peut-être que pour toi, tu n'es pas rendu à cette étape-là de « on va te trouver un logement pendant que tu es dans une situation d'itinérance », puis c'est correct. C'est correct pour toi, c'est ta réalité, c'est ton choix. Comment veux-tu que je t'aide? Je pense que ça m'a vraiment beaucoup aidé à avoir ce recul, mais cet accueil-là de la situation. Oui. Mm-hmm. Puis, donc, pour conclure, en fait, toi, qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui rencontrent des problèmes de santé mentale ou qui pourraient rencontrer à titre préventif ou curatif, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui nous écoutent? Aller chercher de l'aide, c'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est d'être capable de reconnaître qu'on a fait de notre mieux le plus longtemps possible. Mais qu'à un certain moment, on a besoin d'être outillé, on a besoin d'être entendu, on a besoin d'être écouté, d'être vu, d'être considéré. Donc, au niveau de la santé mentale, c'est très important ça, d'aller vers la main tendue et de ne pas le voir comme un échec, mais plutôt comme une force, comme une capacité de reconnaître ses défis, puis d'avoir le désir de les surmonter. Et qu'en tant que communauté, en tant que groupe, plus on est de personnes à s'entraider, plus facile c'est de poursuivre le chemin. En tout cas, félicitations pour ton beau parcours, Cynthia. Là. C'est beau de te voir épanouie comme ça, puis en accord avec toi-même dans tout ce que tu réalises. Là, c'est vraiment le fun. Ben, je te remercie. Je l'accueille, je le prends, j'apprécie beaucoup ce que tu nommes, puis c'est grâce à la chance que vous m'avez offert là, ici au CABVR que j'ai pu poursuivre le reste. Là. En tout cas, tu manques au CABVR, mais on sait pour la bonne raison, puis on sait que tu t'épanouis dans tout ce que tu réalises. Là, fait que bonne chance à toi. Ben, merci beaucoup, Stéphanie. Bonjour, Martin. Bonjour. Martin Lagacé. Oui. Alors, Martin, tu as été invité à nous raconter un peu ton expérience en lien avec la question de la santé mentale. Il n'y a pas longtemps, il y a eu la semaine de la santé mentale, bon, tout ça. Toi, actuellement, tu fais du bénévolat ici au centre? Oui, je fais du bénévolat. Dans quel service? Il y a la banque alimentaire, puis aussi, je fais la réception. Là, j'accueille les gens au téléphone, je rentre des données dans l'ordinateur. Et aussi, ça arrive, remplacement, là, la papa roulante va livrer des mèches chez les gens. Il y a aussi l'autre partie de la banque alimentaire qu'on fait des paniers que les gens viennent chercher le mardi, le jeudi, que je suis en remplacement aussi. Puis avant, je faisais de l'accompagnement pour les personnes âgées. Donc, j'en faisais beaucoup.
De l'accompagnement, tu veux dire l'accompagnement de transport? Là? Oui, transport pour des rendez-vous, pour aller faire des petites courses pour les personnes, aller faire l'épicerie ou des rendez-vous. Si on cumule tout ça, là, tu es à peu près à plein temps, toi, comme bénévole? Ben, ici? j'essaie de faire au moins 10 heures par semaine. Ah, OK, ça Ouais. fait 10 heures au total. Oui, OK. 10 heures au total. Parce que là, il y a 2 parties, il y a 3 parties que j'ai... il y a une partie que j'ai laissé tomber là, pour le transport parce que là, ça fitait plus avec mon temps dans ma vie personnelle. Mais sinon, j'ai gardé là, la réception puis la banque alimentaire. Là. OK. Puis toi, raconte-nous un petit peu qu'est-ce qui t'est arrivé avant d'être bénévole. Parce que tu n'as pas toujours été bénévole. Ça fait combien de temps là, que tu l'es? Je le suis depuis janvier. J'en avais fait un petit peu dans le passé là, quand je restais à Montréal. Mais c'est vraiment depuis janvier. Moi, ce qui est arrivé, c'est que je suis en arrêt de travail depuis environ 2 ans. Je suis suivi pour un stress post-traumatique avec hypervigilance et phobie d'impulsion. Il y a aussi une autre problématique en santé mentale qui est le trouble borderline, le trouble de personnalité limite, là, comme on l'appelle souvent, et aussi de l'anxiété généralisée. Oui, mais est-ce que ça a toujours été comme ça ou ça a été déclenché? Parce que tu parles de choc post-traumatique. Peux-tu nous raconter un peu comment ça se fait? Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, ça a commencé... moi, je crois que toute ma vie, j'ai été dans un stress élevé, mais que j'ai pas pris soin de moi. C'est en 2019, suite à des événements dans mon travail, j'étais intervenant en dépendance, donc intervenant en toxicomanie, alcoolisme ou jeux pathologiques. J'étais travailleur, pas travailleur social parce que j'ai pas le titre, là, mais j'ai travaillé aussi dans des organismes là, pour en santé mentale. À Montréal, ça t'était? Oui, ben à Montréal. Sinon, j'ai travaillé en Estrie. J'ai travaillé à plusieurs places au Québec. Là. J'ai fait une carrière dans les 20 dernières années, là, je vais avoir travaillé à peu près 16 ans dans ce domaine-là. J'ai commencé en 2005. Moi-même, j'ai eu des problèmes de dépendance. Ben j'en ai encore. Sauf que je suis plus dans l'actif maintenant. Mais en 2005, j'ai eu des problèmes de dépendance. Je suis allé en thérapie et par la suite, ça m'a donné le goût d'aider les gens. Ça m'a donné le goût de moi aussi de faire ma part. Puis, mais pas juste faire ma part, c'est devenu une valeur pour moi d'aider les gens. Autant qu'un docteur va le faire, une infirmière. Moi, ça a été... ça s'est ancré en moi. Puis j'ai décidé de retourner à l'université après avoir lâché l'école quand j'avais 17 ans. Donc, je suis allé finir mon secondaire, je suis allé à l'université, je suis devenu intervenant. Quel courage! Oui, beaucoup de courage. Oui. Dans le fond, j'ai pas une enfance super heureuse, puis j'ai pris qu'est-ce qui m'est arrivé, puis je l'ai transformé dans le positif pour aider les autres qui ont souffert comme moi. C'est un peu ça qu'on fait, ceux on a des problématiques de dépendance qui se rétablissent. Souvent, on va aller aider les gens bénévolement, volontairement, les gens qui sont comme nous. Donc, moi, j'ai voulu aider, puis j'en ai fait une carrière là-dedans, mais en 2019, à force d'aider les gens, il y a une clientèle qui est un peu plus... c'est un peu plus difficile des fois de travailler avec certaines personnes qui ont des comportements plus violents ou des comportements hausse la voix où j'ai développé une peur de certaines personnes. Ben oui. Et c'est enclenché mon syndrome de stress post-traumatique. Donc j'ai commencé à faire des cauchemars. J'ai commencé à... Ben oui, je pouvais sortir de chez moi, là, mais j'avais de la misère à sortir de chez moi parce que d'aller prendre le métro, j'avais peur qu'on me saute dessus. T'es-tu fait sauter dessus à un moment donné? Non. Non, il n'y a jamais rien eu. Ça reste juste dans les peurs. C'est ça le stress post-traumatique. Mais je me suis fait sauter dessus quand j'étais enfant. Enfant, dans le milieu de la famille d'accueil, j'ai reçu de la violence, des abus. Et c'est ça qui a fait en sorte, qui s'est déclenché en 2019. C'est tout le refoulement de mon enfance. Puis ça a sorti en cauchemar. Puis en 2019, j'ai tombé en arrêt de travail. Puis avec mon docteur de famille, on a fait une demande aux indemnités des victimes d'actes criminels. L'IVAC? Oui, l'IVAC. Et j'ai été accepté. Donc depuis 2019 que je suis suivi avec eux.
Mais moi, j'ai une tête dure. Je me disais que j'étais correct. Après 3-4 mois là, de rétablissement, d'arrêt de travail, j'ai retourné travailler dans mon domaine. T'avais plus de cauchemars, là. C'est ça, ça avait j'en avais passé. encore, mais Beaucoup c'était l'ego qui prenait le dessus. C'est correct, les cauchemars, j'ai géré ça. Fait que j'ai retourné travailler, mais c'était toujours l'énergie du désespoir, le côté survie qui envahissait. Fait que ça fait son temps. Puis à un moment donné, ben j'explosais. Explosais dans le sens, je suis pas une personne violente, mais je vais être violent envers moi-même, là, dans le sens que, genre, des pensées négatives, la consommation est revenue, le jeu pathologique est revenu aussi, qui a détruit pas mal, mon comportement a détruit mes dernières années, là. Donc, moi, le stress post-traumatique, hypervigilance, phobie d'impulsion, l'anxiété généralisée, c'est tout rapport avec mon enfance. Mais je suis traité, je suis encore sur l'IVAC présentement. Là, ça fait 2 ans plein que je ne travaille pas, mais je travaille sur moi, je vais au gym. Exercice. Ouais. Je fais du bénévolat, je m'alimente bien. Donc, je fais plein de choses pour aller mieux. Puis, mon côté, je dois faire un deuil de la relation d'aide parce qu'à chaque coup, je retourne dans ce métier-là. Les cauchemars réapparaissent. Puis, j'en ai encore des cauchemars, sont toujours moins pires. Ben, pas que c'est moins pire, c'est ma réaction. Le lendemain matin, quand je me lève, j'ai maintenant des outils pour me parler, pour m'adoucir, pour pas que ces rêves-là me laissent toujours dans mon enfance, dans mon passé. Fait que je fais aussi des réunions d'alcooliques anonymes. Donc, c'est des meetings que tu participes ou tu les animes? Je peux animer, je peux être impliqué, je participe, je suis présent, j'écoute, je partage des fois aussi. Ouais. C'est une grosse bébite, là, les alcooliques anonymes. Il y a beaucoup de choses à faire là-dedans. Disons que depuis décembre dernier, j'ai fait 400 quelques meetings. C'était à un moment donné 2 par jour. J'en fais beaucoup. Là, j'ai modéré un peu, mais vu que je travaille pas, ben moi, je me disais, je vais faire un meeting l'heure du midi, je vais faire un meeting le soir. Entre ça, je vais venir faire du bénévolat. Puis ce qui est bien, c'est que ça me permet de faire mon deuil de l'intervention, dans le sens que je peux continuer à aider des gens, ça soit ici le bénévolat de manière indirecte. J'aide les gens. Ben oui. Mais je suis plus en contact avec la souffrance directe. Oui, à un moment donné, c'est trop. Oui. Et toi, c'était trop. Oui, c'était trop. À travers tout ça, parce que tu dis, là, maintenant, qu'est-ce qui t'a aidé à t'en sortir? T'es retombé un peu, mais tu t'en es ressorti. OK, t'as dit, je fais de l'exercice, du bénévolat. As-tu été suivi? Est-ce que t'es médicamenté? J'ai une thérapeute de l'IVAC, une sexologue et psychothérapeute, que je suis suivi avec elle depuis 2021. Et je la vois encore. Donc, on fait une thérapie quand même assez intense. Une thérapie sur les schémas qu'on appelle. C'est toutes des schémas. C'est un peu des réactions qu'on s'est mis en place suite à l'abandon, le rejet, les violences vécues. Donc, c'est une sorte de psychothérapie qu'on travaille... à défaire les patterns. Les gens parlent beaucoup de patterns. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que moi, dès si je texte quelqu'un, puis j'ai pas une réponse en dedans d'une heure, ben là, la personne m'aime plus, la personne m'abandonne. Ça, c'est le trouble borderline. Ben oui, puis c'est le problème de l'abandon. Oui. Toi, tu as été abandonné tout jeune. Oui, tu étais dans un foyer d'accueil et tout ça. Alors, tu as eu pas beaucoup d'attaches solides en partant dans ta vie. Non, les attaches, puis même aujourd'hui, ça a des répercussions que je m'attache pas beaucoup aux gens, ou je reste en retrait. Ben oui. Mais je commence, là, tranquillement, pas vite, grâce aux meetings, surtout, aux réunions d'alcooliques anonymes, à me faire des amis, à rentrer plus en contact avec les gens. Mais encore là, des fois, je reste en arrière, j'analyse. L'hypervigilance, c'est un peu ça aussi. C'est vraiment d'analyser les gens
par peur, tu sais, mais c'est une peur inconsciente. J'essaie d'analyser cette personne-là pourrait-tu un jour m'abandonner, me rejeter, me faire mal, y a-t-il une violence qui pourrait arriver? Donc, des fois, dans des meetings, moi, je m'assieds en arrière, je m'assieds dans un coin. Ça dépend comment je file à l'intérieur. Si c'est un nouveau meeting, je connais personne, souvent, je vais me mettre un peu plus en retrait pour observer. Un coup que ça va devenir un peu plus familial, ben là, je vais rentrer un peu plus. Mais je suis une personne quand même très sociable. Je suis une personne qui aime rire. Disons, moi, qu'est-ce qui me gardait en vie, c'est un feu que j'ai en moi. Il y a quelque chose qui brûle toujours. La flamme de vie. Oui, la flamme de vie. Là. Puis ça a été le mécanisme de survie, des fois, qui peut être positif, mais qui est souvent négatif parce que le mécanisme de survie demande beaucoup d'énergie. Donc là, moi, j'apprends un peu plus. Oui, il est là des fois, mais j'apprends plus à vivre dans le moment présent. Là. De plus être besoin d'être sur un gaz d'un feu qui existe pas vraiment, qui fait juste te maintenir en vie. Mais là, moi, mon feu, il est plus calme, il est plus doux, il est plus rassembleur. C'est un feu qui me permet de me lever de mon lit le matin si c'est un cauchemar que j'ai fait. Mais il y a des journées qui sont pas évidentes. Il y a des journées où j'ai le goût de rester chez nous, mais je me dis, je vais aller faire un meeting, ça va sûrement mieux aller après, puis ça va mieux. Puis quand je fais du bénévolat, c'est pareil. Quand je pars d'ici, moi, c'est comme une grande famille. Quand je rentre travailler ici, là, je me sens bien. Puis des fois, quand je pars pour m'en aller chez nous, ben j'ai ce vide-là qui s'installe parce que je me suis senti bien en faisant du bénévolat ou dans un meeting. Ben là, c'est comme si j'allais être abandonné puis que j'allais pas revoir ces personnes-là. C'est comme si je revis ma blessure d'abandon parce que j'ai eu du plaisir à mon travail. C'est énorme de vivre sa vie avec ce sentiment-là, même quand tu es bien dans un événement, puis tu t'en vas tout seul chez toi, j'ai l'impression de me faire abandonner, puis je deviens en colère, je deviens triste. Ça arrive pas à tous les fois, mais ça arrive quand même régulièrement. C'est là, dans le fond de toi, là. C'est ça ma santé mentale à moi que je dois vivre avec à chaque jour. Il va y avoir des améliorations dans ma manière de réagir, dans mes manières de penser, mais ça va toujours être présent. Avant, moi, je fuyais ça. Je fuyais, j'allais travailler, je faisais 60 heures semaine, j'avais juste ça, mon travail. Donc, c'est très demandant. Maintenant, j'apprends à vivre avec, puis à vivre que des fois, je vais être triste, des fois, je vais être en colère, des fois, je vais pleurer. Je peux pas avoir le contrôle sur tout ce qui se passe alentour de moi. Le seul contrôle que je peux avoir, c'est mes réactions. Donc, j'apprends à avoir des meilleures réactions. Tout en restant dans la vie. Oui. Tu sais, parce que il faut pas non plus que tu deviennes absolument froid par rapport à tout. C'est comme une espèce de juste mesure. Un équilibre. Oui. Je pense que c'est ça le mot. C'est ça le mot de mon travail des dernières années. C'est de trouver un équilibre. Mais là, vous allez dire... je faisais comme 12 meetings par semaine. Dernièrement, je me suis entraîné 2 heures par jour pendant 25 jours d'affilée. Là, je me suis arrêté avec ma thérapeute, puis on a parlé, puis on a dit, Martin, peut-être qu'on s'en va vers la dépendance, là, au gym, à l'entraînement. Puis je me suis positionné, puis c'est vrai, là, je m'en vais vers les mêmes comportements. Parce que les journées que je pouvais pas aller m'entraîner, mettons, ou qu'il y avait un imprévu, mais là, quand est-ce que je vais pouvoir m'entraîner, ça devenait un stress. Puis là, j'avais l'impression que l'entraînement prenait toute ma journée. Là, je continue à faire 2 heures d'entraînement, mais je vais 6 jours par semaine. J'ai un plan d'entraînement qui fait en sorte que même si je m'entraîne, ce ne sera pas un 2 heures back-à-back, là. Un 2 heures du début jusqu'à la fin. C'est que je m'entraîne un peu, je prends une petite pause, je m'entraîne, je prends une petite pause. Je suis pas prêt à lâcher mon 2 heures d'entraînement, mais j'ai lâché une journée. Je prends plus de pause aussi quand je m'entraîne. Puis tu vas donc ça se passe dans un gym? Oui, dans un gym. Où il y a d'autres personnes? Où il y a d'autres personnes. Est-ce que c'est pas pour toi une façon aussi d'avoir des contacts avec d'autres? Oui, des contacts visuels surtout, parce que la plupart, on a notre casque sur les oreilles, on écoute notre musique. Ouais. Mais qu'est-ce qui est bien, c'est que peut-être 2 fois par semaine, quand je vais au gym, je rencontre des membres qui font des réunions avec moi. Fait qu'on se dit bonjour, des fois on se parle un peu. Fait que c'est comme si j'amenais cette vie-là dans ma vie personnelle. J'adore ça. Pour moi, le gym, ça me permet de m'équilibrer, de me sentir vivant, de sentir de sentir le feu en dedans de moi.
Sauf que là, je m'en allais vers la dépendance. Fait que j'ai travaillé ces derniers temps, j'ai réduit des meetings, j'ai réduit le bénévolat aussi, parce que là aussi, j'en faisais beaucoup avant. À un moment donné, je me suis dit que c'est trop. Fait que c'est le mot équilibre qu'il faut que je vienne me chercher. Je vous parle là, puis la semaine prochaine, là, ça va peut-être décoller dans d'autres choses, mais je vais toujours me ramener en me disant que les conséquences peuvent être graves de tomber dans un déséquilibre. Mes conséquences à moi j'ai pas peur de tomber dans la consommation en tant que telle. Ben oui, il y a toujours une peur, mais moi, c'est plus de remettre en avant mes problématiques en santé mentale, que les conséquences de ça reviennent. Donc, l'isolement, les pensées suicidaires fréquentes. Même si je vais bien là, moi, il peut m'arriver un matin comme samedi où j'ai fait un cauchemar j'ai rêvé que j'avais une maladie puis que là, j'allais avoir l'aide médicale à mourir. Puis samedi, quand je me suis réveillé, j'avais le goût d'avoir l'aide médicale à mourir. Là, je suis tanné de ces cauchemars-là. Puis, mais tu sais, je sais que je l'aurais pas, mais là, je me suis dit, là, faut qu'il se passe de quoi. Puis là, je me suis comme fâché, mon cellulaire, il vibre jamais. Puis là, il y a 2 personnes qui me textent 2 minutes après. Puis, est-ce que tu viens au congrès des alcooliques anonymes à Montréal samedi? Fait que, je dis, ça, c'est un signe. Fait que je me suis habillé, puis je suis parti. Puis cette idée-là est partie. Mais je dois dealer avec, de manière subite, lors d'un événement qui est plutôt stressant ou un événement de vie qui est désagréable. J'aimerais mieux pas vivre. Souvent, c'est pas mourir comme tel, c'est juste de ne pas vivre. J'ai pas de plan, j'ai pas le goût de le faire. C'est juste... si j'ai une maladie un jour, je vais laisser ça aller, puis je vais dépérir, tu sais. Donc, je dois me ramener à chaque fois. C'est pour ça que c'est important pour moi de garder l'équilibre. C'est très important, sinon je peux me laisser aller dans cette voie-là, rester chez moi, là, pour sortir de chez nous, puis manger. Manger, la nourriture, c'est mon plaisir numéro 1. Oui, t'es pas tout seul. Non, c'est ça. Donc, manger, ça aussi, c'est un autre équilibre que j'ai dû trouver, tu sais. Manger, j'ai perdu 60 livres dans la dernière année. C'est pour ça que là, tu continues à faire beaucoup de gym. Oui. J'ai des problèmes de santé physique aussi. J'ai eu des problèmes de dos, des problèmes d'intestin aussi. J'ai une maladie au niveau des intestins. Puis le fait de bien manger, bien m'entraîner, ça recule un peu les processus négatifs. Tu sais, j'ai été opéré dans le dos pour une hernie discale. Il y a certaines choses au gym que je peux pas faire, mais que là, je vois que depuis que j'ai eu ma perte de poids, que je suis en mesure de commencer à faire. Parce que tu sais, j'ai perdu du ventre, donc les muscles dans le dos se ressentent, sont plus en forme présentement. Donc, il y a plein de belles avantages à tout ça, mais si je mets... il y a une fois, je me suis entraîné 5 heures de temps un samedi. J'étais incapable de partir de là. Je voulais pas être tout seul chez moi, puis que j'ai dit, je vais m'entraîner. Parce qu'on t'a parlé des dangers du surentraînement. Oui, les dangers. Oui, me blesser, mais il y a l'idée aussi que c'est de prendre juste cette solution-là pour régler un problème apporte une dépendance. C'est comme la nourriture. Tu sais, ça m'arrive des fois de manger du sucre, puis j'ai pas vraiment faim. C'est parce que j'ai vécu de quoi durant la journée ou c'est émotionnel. J'ai mangé du sucre. Ça fait du bien sur le coup, mais après... Après, tu repenses à tous les livres Oui. ou les kilos qu'il va falloir que tu reperdes si jamais c'est un ramasseau. Et la santé en général. Oui. Le sucre, c'est pas le meilleur aliment, hein? C'est ça. Sûr. Donc, j'ai commencé à faire un régime au mois de février passé, un régime keto, là, qui est couper les sucres. J'ai trouvé ça trop drastique. Au mois d'avril, là, je me suis mis à m'entraîner. Puis c'est depuis avril à là, il y a une 60aine de livres que j'ai perdus. Ouais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a dit que les régimes, c'était dangereux? Enfin, que on fait un régime, on perd des livres, on reprend tout ça après. Là. C'est ça. C'est pour ça que l'équilibre. C'est toujours la question de l'équilibre qui revient. Oui, parce que j'ai perdu comme 50 quelques livres en 5 mois. 5-6 mois, fait que c'est beaucoup. Fait que cette idée-là que je pourrais les reprendre. Tu risques de toutes les reprendre si est présente. Fait que là, moi, faut que je m'entraîne. Je m'entraîne, puis c'est pas juste pour prendre des livres, ça me fait du bien. Il y a une préparation à ça aussi, tu sais. Tantôt, je vais arriver chez moi, je fais mon sac, je prépare ma collation, je prépare mes protéines par la suite. Tu sais, il y a comme une préparation, comme si j'étais responsable de ma vie, comme si j'avais
je revenais en contrôle de ma vie, dans le fond, à ce niveau-là. Excuse-moi, es-tu suivi par un ou une nutritionniste? Non, J'entends le mot protéines, là, puis... Non, c'est beaucoup des amis. Protéines, ça va être des shakes que je me fais à la maison, là, qu'on peut trouver les recettes partout. Ou c'est simplement, il y en a déjà des préfaits comme Première Protéine qui vendent à l'épicerie, là. Mais tu sais, il y a toute cette préparation-là que je trouve qui fait en sorte que je me sens en contrôle de ma vie. Ah ben ça, c'est excellent. C'est ce à quoi tout le monde rêve, de se sentir en contrôle de sa vie. Et toi, tu nous montres que t'es à la fois, tu travailles sur tous les plans, c'est-à-dire le contrôle mental, le contrôle de ton passé, le contrôle de ton inconscient, parce que les rêves, c'est ça qui ressurgissent comme ça, et le contrôle de ton corps, parce qu'on forme un tout, hein, on le sait, là, comment les émotions affectent notre corps, affectent la santé de notre corps, l'équilibre de notre système, dans le fond, hein, c'est ça. Oui, ce que j'ai appris, moi, c'est que je peux avoir juste le contrôle sur la prévention, ce que je peux faire en aval, qu'est-ce que je peux faire avant, au cas qu'il y ait des situations difficiles qui arrivent. Donc, moi, je fais beaucoup de choses en prévention, que je dorme mal une nuit. Mais tout ça fait en sorte que si je passe une belle journée, je me suis bien alimenté, je vais mieux dormir aussi. Je prends des médicaments. Des médicaments pour dormir, sinon je dors pas. Puis il y a bien des fois que c'est comme si je continue une vie dans mes rêves ou mes cauchemars. Fait que je suis tout le temps actif la nuit. Je me lève le matin comme si je n'avais pas dormi. Les médicaments que je prends me stabilisent dans mes humeurs, m'aident à mieux dormir aussi, diminuer mon anxiété durant la journée et à me sentir plus heureux. Mais s'il y avait juste la médication, je pense que je m'en serais pas sorti. C'est grâce à l'aide de vous tous, à l'aide des gens qui sont alentour de moi. Moi, c'est ça qui donne un sens à ma vie. C'est d'aider les gens ou de juste avoir du monde alentour de moi. Tu sais, oui, il y a la souffrance qui est là partout, mais de savoir que je peux juste tendre la main, moi, ça pendant que je tends la main, l'autre m'attend en même temps. Là. Fait que, ça fait un rebound vers moi. Oui, il y a de la reconnaissance. On reçoit pendant qu'on donne. Oui, il y a de la reconnaissance. Souvent, je fais pas les choses pour avoir de quoi en retour, mais il y a un retour magique qui arrive des fois par l'entremise de d'autres personnes. Là. Fait que moi, j'ai besoin de ça. Tu sais, de juste savoir ici que je réponds au téléphone, je gère un transport, qu'une madame qui veut un rendez-vous, qui a un cancer, qui est stressée, puis que moi, je peux l'apaiser, puis lui dire qu'on va essayer de trouver un transport, puis il y a tout l'enchaînement qui se fait, puis que c'est moi le premier répondant. Mais je trouve ça agréable. Je suis pas chez eux dans son lit, parce que tu sais, j'ai remarqué avec mon stress post-traumatique que quand je me retrouve dans la souffrance directe, mais ça me déclenche. Ouais. Ça déclenche pas juste le stress post-traumatique, ça déclenche la douleur en dedans, ça déclenche mon enfance, ma vie, mes souffrances que j'ai vécues. Donc, je suis plus en retrait, mais je suis là quand même. Oui, très important. Oui. Mais c'est ça, tu me dis, faut que je sois en contact, aidant, dans une situation d'aidant, de soutien, mais en même temps, pas trop. Mm-hmm. C'est ça, dans le fond, c'est qu'il faut mesurer, être capable de mesurer tes capacités d'absorber. Tu sais? Ce que tu dis, dans le fond, c'est que quand tu es avec des personnes qui sont vraiment en perdition, que ça réveille chez toi plein de tous tes problèmes ou ton inconscient négatif, ben à ce moment-là, tu as appris qu'il fallait que tu t'en éloignes. Il faut que tu ailles chez quelque chose pas trop chaud. C'est comme si... C'est ça. Il y a des degrés de température que tu es capable de supporter. Oui. Dans le fond, je fais une comparaison c'est un peu ça, là. Hein? Oui, c'est comme si je travaillais dans un hôpital, je suis pas l'infirmier, mais je suis peut-être lui qui travaille dans l'administration en arrière. Oui. Donc, je participe.
Ouais. Je participe à la chaîne d'entraide, mais je ne suis pas directement. Il m'arrive des fois ici, là, quand que je suis en banque alimentaire, quand je vais porter l'épicerie à l'auto de la personne, puis je vois la souffrance de la personne, mais cette souffrance-là est remplie des fois de honte, mais elle est remplie souvent où ils ont les yeux brillants de savoir qu'ils vont pouvoir manger. Là. Il y a de la nourriture pour leurs enfants. Fait que là, c'est pas la partie négative qui est réveillée de leur souffrance, c'est plus la partie positive que j'ai participé à ça. Ouais. Mais il y a des enfants qui vont manger à soir, tu sais, grâce à toute l'aide qu'on fait, une équipe. Tu sais, parce que c'est pas juste moi. C'est vraiment Ça fait un partie nous. d'un ensemble. C'est ça, c'est sûr. un ensemble. C'est sûr, on fait... Ouais, ben Ouais. oui. Je fais rien tout seul. Comme les alcooliques anonymes, c'est un nous. C'est le nous. C'est la gang. Parce que juste moi, ben, il n'y aurait pas de meeting, là. Mais non. Ça prend une gang, on est ensemble. Puis là-bas, il y a du parrainage qui se fait, donc c'est d'aider directement des personnes dans leur vie. Mais moi, je me mets en retrait de ça, mais tu sais, je vais ouvrir une salle, je vais faire du café, je vais partager, je vais faire des lectures, je vais animer. Donc, je ne serai pas directement dans la souffrance du nouveau qui arrive, mais par la bande, je vais y serrer la main, je vais lui dire, s'il y a de quoi un jour, ben, je suis là, puis peut-être que dans 3 semaines, il va venir me voir, me dire, hey, merci pour ce que tu me dis. Tu sais, c'est ça, moi, mon but. Mais c'est une prise de conscience extraordinaire, c'est que tu as appris à connaître tes limites, tout simplement, puis prendre qu'est-ce qui te convient, puis laisser tomber ce qui est trop dur. Oui. Puis il y en a d'autres qui seront capables. Dans le fond, il faut que tu te dises, t'es pas le seul. Fait qu'il y en a d'autres qui n'ont pas vécu ce que tu as vécu dans ta vie et qui sont capables, eux autres, de prendre des cas très, très difficiles comme tu as eu. Alors, tu as pris conscience de tes limites. Oui. Fait qu'il est excellent. C'est ça. Puis bien souvent, si je me rends compte que je traverse un peu la limite, mais la personne, je vais l'orienter vers une personne que je sais qui va être correcte. Là, c'est comme si ça m'est déjà arrivé dans un meeting qu'une madame puis me parlait qu'elle avait le goût de se suicider. Mais moi, comme ancien intervenant, j'ai mes cours, tout ça, j'aurais pu faire j'ai donné le numéro pour... Déléguer. Voilà. C'est ça. Je l'ai envoyé vers une membre. Ouais. Puis, j'ai souhaité de bien continuer. Mais j'ai pas pris ça en charge, parce que si j'avais pris ça en charge, moi-même, la veille, peut-être que j'ai eu le goût de mourir, tu sais. Pas de me suicider, mais le goût de juste plus vivre. Fait je sais que des fois aussi, je serais pas bien équipé pour accompagner les gens, parce que moi aussi, je suis dans mes souffrances présentement. Oui. Mais tu sais, je vous dirais que 90% d'une journée, je suis pas dans mes souffrances, puis 10%, oui. Mais je vous dirais, avant, c'était 50-50. Donc, ça va en diminuant. Oui, ça va en diminuant. Dire que dans une année, 2 ans, 3 ans, ça va peut-être être 5%. Ça va peut-être être 2% aussi. 0%. Oui, mais le 0, c'est rare. C'est ça, c'est rare, mais on me le dit d'un niveau plus médecine, que les séquelles vont toujours être là. Tu sais, les vagues vont toujours être là pour moi. Puis eux autres, ils m'accompagnent, justement, ils me payent mon salaire. Moi, j'avais fait un changement de carrière. J'avais été travailler pour Desjardins, conseiller financier, puis encore là, j'étais en contact direct avec la clientèle. Oui, c'était positif, mais c'est devenu négatif avec les taux d'intérêt et tout ça. Et les gens, ils étaient rendus méchants. Et puis moi, ça m'a rendu dans mon stress post-traumatique. Il faut fuir ça, faut fuir. Oui, fait que l'IVAC, il y a un programme de réinsertion professionnelle. Donc, après les 3 ans de thérapie ou qui payent ils remboursent le salaire sous forme d'indemnité, ils me donnent un 2 ans de retour à l'école pour aller me ressourcer. Donc, je vais peut-être m'en aller en comptabilité, administration. Quelque chose qui touche moins oui, c'est ça. Hein? C'est ça. Avec les chiffres et les nombres, c'est moins émotif. Oui. Donc, ça va être, c'est quelque chose que j'aime aussi. Mais il y a un deuil à faire quand même de l'intervention. C'est quelque chose qui est riche. C'est quelque chose que on vient chercher beaucoup. Même si on reçoit une paye, c'est jamais assez, ce pays-là, quand on travaille en relation d'aide. Là, on entend beaucoup parler, là, qu'on gagne jamais assez dans le sens que la paye qu'on a, ça va être le sourire de quelqu'un, l'abstinence de quelqu'un qui s'en est sorti, qui a vaincu la dépendance. Fait que c'est ça la richesse, c'est ça la paye qu'on a. Fait que quelqu'un qui nous écouterait, là, qui a eu un parcours comme le tien, là, tu sais, qui a eu des rejet dans l'enfance, solitude, enfin, tout ça.
qu'est-ce que tu lui dirais pour l'aider à s'en sortir, si tu résumais un peu, là? Ben moi, ce que je lui dirais, c'est s'il y a des problèmes de dépendance, c'est d'essayer le plus vite possible d'assister à une réunion anonyme, que ce soit des narcotiques anonymes, les dépendants affectifs anonymes, que ce soit le jeu anonyme ou l'alcool, d'essayer d'aller s'asseoir là, puis tranquillement, pas vite, de continuer, de demander de l'aide, d'utiliser les ressources qu'on a là, parce qu'il y en a beaucoup de ressources. On paye cher d'impôts au Québec, là, mais il y a beaucoup de ressources. Il y a beaucoup de ressources. On dit pourtant, depuis des mois, on en parle même dans les journaux, comment en santé mentale, il n'y a pas beaucoup de ressources. Mais il y a les ressources, c'est le temps que ça prend avant de rentrer dedans qui peut être long. Dans le système. Ouais. Dans le système. Mais si tu fais affaire avec les ressources comme au niveau de l'aide au niveau du suicide, tu téléphones au 811, tu prends en main, tu vas te chercher de l'aide, les ressources vont s'ouvrir. Moi, ça s'est ouvert. Là. Moi, j'ai aucun problème. C'est parce que tu as voulu aller chercher. Oui, c'est ça. J'ai voulu. Fait que, mais le vouloir, on va le chercher à force que quelqu'un nous a donné qu'on pouvait croire. Tu sais, moi, je croyais plus en rien. C'est à force d'assister à des partages des gens, être en communication avec les autres, que j'ai pu croire que c'était possible un jour. Donc, d'aller chercher de l'aide le plus rapidement possible, d'en parler à un proche, d'admettre... Quand il y a des proches, on espère qu'il y a des proches. Oui, quand il y a des proches ou des amis. Mais moi, c'est ça, j'ai pas de famille. Mais non, j'avais plus d'amis. Moi, ça a été... d'essayer le moins possible de juste combattre avec son propre énergie. C'est correct, mais à un moment donné, il faut aller chercher de l'aide. Aller chercher de l'aide. Sous toutes les formes. Oui, sous toutes les formes. Entre autres, une façon, quelqu'un qui ne saurait pas qu'il existe tel groupe d'entraide sur ça, pourrait s'adresser au Centre d'action bénévole ici. On pourrait le rediriger vers des ressources. Oui, exactement. Et peut-être que toi qui fais ici de la réponse, tu fais de la présence là au téléphone ici à l'accueil. Est-ce que des fois, ça t'est arrivé d'avoir quelqu'un qui appelait en disant je ne sais pas à qui m'adresser? Non, pas au niveau de la dépendance. Des gens, c'était plutôt j'ai besoin d'aide pour faire le ménage chez moi, tout ça, je suis plus capable. Fait que là, c'est ça, je sais qu'on a un tableau, là, je pense que c'est à Belleuil, là, il y a un numéro de téléphone qu'on peut donner. Donc, c'est plus des références comme ça. Mais à chaque coup, je réponds au téléphone, c'est Centre d'action bénévole, bonjour, que je réponds, mais je me rappelle où je travaillais en thérapie, on répondait centre de traitement des dépendances, bonjour. Puis là, ça m'arrive des fois de centre de traitement, centre d'action. Fait qu'il m'arrive de toujours avoir ça en tête. Mais tu sais, des fois, j'en vois qui viennent chercher la nourriture, la banque alimentaire, puis tu sais, je peux percevoir qu'il y a peut-être des problèmes de dépendance, mais je ne juge pas, je fais juste tendre la main. Puis non, faut vraiment pas juger parce que j'ai été pris à leur place, là, moi. Là. J'en ai demandé de la banque alimentaire dans ma vie. Je pense que le truc, c'est de demander de l'aide, ne pas rester avec ça, puis de commencer tranquillement. Puis c'est un long processus. Là. C'est réapprendre à marcher, à manger, à rire surtout, à sourire. À bien dormir. Ouais, à bien dormir. Donc, c'est un long processus. Puis moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est qu'un enfant qui veut marcher, là, puis il fait 2-3 pas, puis il tombe à terre, il se dit pas, lui, pour moi, c'est trop difficile de marcher, je marcherai jamais de ma vie. Non, l'enfant va se relever, il va se grimper à une table, puis il y a un feu en lui qui va faire en sorte qu'il va marcher un jour. C'est la même affaire qui devrait arriver pour un adulte qui vit des difficultés. Il est à terre, relève-toi, tu vas peut-être retomber, mais va chercher des mains, agrippe-toi à quelque chose. C'est un peu ça. Puis dis-toi pas que tu pourras plus y arriver, tu vas y arriver de marcher. Comme tu l'as fait avant, là, comme il faut. C'est une belle image et l'exemple de ton parcours, on admire ce à quoi tu es parvenu. Oui, merci. Merci beaucoup, beaucoup, Martin. Merci. À bientôt peut-être. Oui, à très bientôt. Alors, merci d'avoir écouté ces 3 témoignages de personnes absolument intéressantes et admirables. Alors, à bientôt. La musique provient de bensound.com.